Les points sur les troisième partie. L'invité d'Yvan Rioufol à présent, c'est Fabien Bouglet, expert en politique énergétique et auteur de ces 2 livres, Éolienne, la face noire de la transition écologique, et Nucléaire, les vérités cachées, 2 livres que vous trouverez aux éditions du Rocher. Yvan Rioufol, pourquoi vous avez choisi Fabien Bouglet cette semaine ? D'abord parce que j'ai lu ces livres qui m'ont intéressé, et puis la question énergétique affleure quand même dans le débat politique aujourd'hui. Éric Zemmour était à Fessenheim vendredi. Il a fait une petite vidéo de 10 minutes où il demande notamment la réouverture de Fessenheim. Marine Le Pen, hier, dans son discours, a dit tout ce qu'elle pensait de l'enlaidissement des paysages par les éoliennes. On a bien cru comprendre qu'elle ne voulait plus d'éoliennes, et d'ailleurs Zemmour dit exactement la même chose. Donc j'ai trouvé intéressant de faire un point assez technique, dans le fond, sur ce domaine des éoliennes. Et en fait, ma première question serait de vous demander si les éoliennes servent à quelque chose. C'est une bonne question, effectivement. Les éoliennes ne servent à rien. Et il faut lutter contre les fake news qui sont diffusées, par exemple, par Yannick Jadot ou Barbara Pompili, qui précisent qu'on va sauver la planète, qu'on va décarboner notre pays avec des éoliennes. Il y a une raison. Elles font de l'électricité quand même. Elles font de l'électricité, mais il y a un élément qui est fondamental, c'est qu'elles sont intermittentes. Elles ne produisent que 25% de leur capacité maximale de production. Et que, comme on a besoin, pour la fluidité du réseau, de compléter ces éoliennes avec des structures en backup, ce qu'on appelle des backups centrales au gaz ou au charbon, eh bien, on associe les éoliennes avec des centrales au gaz et au charbon. Et d'ailleurs, en Allemagne, les éoliennes sont couplées avec des centrales au charbon. Et le mix allemand, à peu près 40% d'éoliennes et de photovoltaïque et 40% de charbon et de lignite, l'Allemagne émet 10 fois plus de gaz à effet de serre que la France, avec 400 à 500 grammes de CO2 par kilowattheure produit, alors que la France, qui a une décarbonation naturelle du fait de son mix nucléaire à 80% et hydroélectricité, eh bien, n'émet que 40 grammes par kilowattheure produit. Donc, pourquoi vouloir installer des éoliennes dans un pays comme la France, qui a déjà un des champions du monde de la décarbonation électrique? C'est pour cette raison qu'en France, en particulier, ça ne sert à rien. Vraiment, bon. Très bien. Et pourquoi y a-t-il tant d'hommes politiques et de femmes politiques qui persistent à nous dire que ces éoliennes sont utiles? Est-ce qu'il y aurait une sorte de lobby du vent ou de quelque chose ou d'influence Il y a une influence allemande, hein, c'est ce que j'explique dans mon livre, dans le chapitre 10 d'ailleurs, qui a été vivement regardé par l'Élysée. C'est qu'on découvre que l'Allemagne, en fait, elle veut vendre son modèle mix éolienne gaz. Et le gaz, il vient de Russie via Nord Stream 2. On est au cœur des enjeux géopolitiques. Oui. Et depuis des années, elle a mis en place un système de lobbying au sein de l'État. Notamment, il y a un organisme qui s'appelle l'OFATE, l'Office franco-allemand de la transition énergétique, dont j'ai découvert qu'il est installé au sein du ministère de l'écologie, à la Direction générale de l'énergie et du climat, chargé des dispositifs pour déployer les éoliennes. C'est-à-dire qu'on a un lobby allemand, industriel allemand, installé au cœur même de nos outils de décision politique. Et puis évidemment, le rôle de Greenpeace et de WWF qui, depuis des années, martèlent, mettent en place des éléments de langage pour dénigrer notre nucléaire avec des opérations de terrorisme économique comme ce drone qui a été, il y a quelques années, projeté contre une centrale nucléaire par Greenpeace. Et d'ailleurs, Greenpeace est condamné à de multiples reprises. Eh bien, dans des documents allemands du ministère des Affaires étrangères, on découvre le rôle de Greenpeace et de WWF et de l'OFATE comme structure de lobbying de l'Allemagne en France. Et ça fait depuis des années que l'Allemagne mène son opération de guérilla antinucléaire parce que, évidemment, baisser la part du nucléaire en France, c'est promouvoir le modèle allemand d'éoliennes couplées au gaz et gaz qu'elle contrôlerait, le gaz russe, via Nord Stream 2. Et c'est pour ça que c'est très grave. Et les politiques ne voient pas ce marché? Non, mais ils lisent pas beaucoup. Mais effectivement, volontairement ou involontairement, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, Barbara Pompili sont en fait les VRP de l'industrie allemande et trahissent notre pays et notre industrie nucléaire française, puisque l'industrie nucléaire représente 400 000 emplois, directs, indirects et induits. Et la fermeture de Fessenheim, vous parlez de Fessenheim, qui était une centrale nucléaire qui avait 40 ans, est une trahison, parce que cette structure de production d'électricité, qui produisait 2,2% de l'électricité française, était d'abord une électricité décarbonée et fonctionnait
parfaitement, c'est-à-dire qu'elle pouvait encore fonctionner 20 ou 30 ans, et c'est vraiment scandaleux. On ne peut pas la... Alors, il y a différentes sources. Il y a un changement de majorité. Il y a différentes sources. Il y a de sources syndicales. Certains disent qu'on peut la relancer. D'autres disent qu'on ne peut pas. Pour ce qui me concerne, moi, j'ai le sentiment que Emmanuel Macron a demandé à EDF de dire que ça ne fonctionnait pas. Voilà, très clairement. Mais, et pardonnez-moi, Emmanuel Macron annonce quand même la construction de 6 EPR. Enfin, il a revalidé. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont arriver en un jour, mais il a quand même revalidé cette filière nucléaire. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte. On ne peut pas dire qu'on la démantèle de but en blanc. C'est-à-dire qu'il a arrêté Astrid, projet de réutilisation des déchets nucléaires qui permettait de produire jusqu'à 100 fois les centrales nucléaires classiques. D'ailleurs, l'Office des choix parlementaires scientifiques a dit à quel point c'était une erreur. Il a abandonné et fait fermer Fessenheim pour des raisons politiques, uniquement pour un accord politique, alors que cette centrale, avec le prix spot de l'électricité actuelle, rapporterait en prix spot 2 milliards d'euros par an. C'est 2 milliards d'euros de manne financière qui ne viennent pas venir enrichir EDF, notre patrimoine commun. Et donc, évidemment, il s'est rendu compte avec tout ce qui se passe avec le GIEC, qui, suite à la COP21, a dit qu'il fallait multiplier par 2 ou par 6 les centrales nucléaires dans le monde. Le fait que le gaz connaisse une explosion, exactement, on a un choc gazier comme on a connu le choc pétrolier en 1974. Le fait qu'ils se rendent compte que l'Allemagne nous mène une vraie guerre, et ça je veux insister là-dessus, nous sommes en guerre avec l'Allemagne. Enfin, du moins, l'Allemagne nous a déclaré la guerre, et on le voit avec le débat sur la taxonomie, où le ministre des Affaires étrangères allemand se permet d'aller voir notre ministre des Affaires étrangères en disant « Nous ferons tout notre possible pour empêcher l'intégration du nucléaire dans la taxonomie européenne. » Enfin, quel acte d'agression lorsque c'est votre première visite. Et donc, moi, je veux alerter les pouvoirs publics, je veux alerter le président de la République. 6 EPR, ce n'est pas assez. La Cour des comptes a fait un rapport disant qu'il fallait au moins 25 EPR. C'est-à-dire que les réacteurs nucléaires permettent de relancer notre industrie, permettent de faire en sorte qu'on va minimiser le coût de l'électricité et par extension minimiser le coût pour la relance de notre industrie, tout confondu. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron ne va pas assez loin dans sa logique. Alors, il s'est converti, ça c'est une très bonne chose. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'idée. Mais il le fait pour des raisons électoralistes, alors qu'il aurait bien fait de le faire sincèrement dans une logique gaullienne de relance du nucléaire. Et moi, je constate effectivement que sur ce thème, Marine Le Pen et Éric Zemmour, qui est allé, comme vous l'avez dit, à Fessenheim il y a quelques jours, eh bien, vraiment, on prenne à bras-le-corps cette vision gaullienne d'une relance du nucléaire, qui a assuré d'ailleurs une prospérité de notre pays pendant de nombreuses années. J'aimerais que vous nous décriviez également, parce que cela m'interroge toujours, le processus démocratique qui fait, et je reviens un petit peu en arrière, je reviens aux éoliennes, pardon, qui fait en sorte que ces éoliennes, et singulièrement je pense aux éoliennes en mer, sont imposées très souvent dans le fond, alors que les habitants eux-mêmes font savoir aux experts, enfin, ceux qui sont là pour prendre les opinions, font savoir leur hostilité. Est-ce que vous partagez cette impression que j'ai, et comment l'analysez-vous si elle est exacte? Vous savez, quand vous avez le président de la Commission de régulation de l'énergie, M. Carinco, qui est président d'un organisme officiel, indépendant, qui dit « les anti-éoliens, il faudra leur couper l'électricité ». Quand vous avez Chantal Joanneau, présidente de la commission du débat public, qui dit « les anti-éoliens en mer sont les anti-nucléaires », faisant fi de l'existence des pêcheurs qui luttent contre les éoliennes, qui font fi de la position négative des habitants des grandes îles, je pense à l'île-dieu Noirmoutier, je pense au Tréport, je pense à Saint-Brieuc, et qui occultent complètement cette opposition qui est matérialisée par de nombreuses consultations publiques qui montrent que les Français sont hostiles aux éoliennes en mer. Je pense à Noirmoutier, par exemple, 80% des personnes se sont exprimées lors de l'enquête publique, avaient dit leur hostilité. Et ça ne sert à rien. Et ça, c'est balayé, parce qu'en fait, on balaye ce qu'on appelle la Convention d'Aarhus, qui est une convention internationale, qui dit que les citoyens doivent participer à la décision ayant un impact sur leur environnement. À quoi bon ces consultations? En fait, c'est de la foutaise. C'est parce que, évidemment, les lobbies éoliens qui ont réussi à infiltrer les différents corps de pouvoir font en sorte de supprimer
toute possibilité de recours de nos concitoyens. Et ça fait des années, Yvan Rioufol, on a supprimé les voies de recours, on a supprimé le premier degré de juridiction pour les éoliennes sur terre, on a supprimé le premier degré et le second degré de juridiction pour les éoliennes en mer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va directement au Conseil d'État. On a supprimé l'avis préalable du Conseil national de protection de la nature, une autorité du ministère de l'écologie qui devait donner un avis sur la biodiversité. On a supprimé comme ça tout un tas de verrous pour permettre cette accélération voulue par Greenpeace, par WWF ou Negawatt au service de l'industrie allemande. Et il faut absolument que les Français se réveillent sur ce point-là. Les éoliennes, toute éolienne qui est installée sur le territoire français est un acte de guerre contre notre pays. Il faut le dire. Et toute personne aujourd'hui de l'État qui participe à l'industrie et au développement de l'industrie allemande collabore avec cette politique contre l'industrie nucléaire française. C'est un véritable problème. Et est-ce que ces décisions administratives prises pour l'implantation d'éoliennes en mer, par exemple, sont des décisions réversibles s'il y a un changement de gouvernement, ce qui pourrait arriver? On peut tout à fait imaginer, par exemple, alors c'est un peu plus compliqué pour celui de Saint-Nazaire au large de la Baule, hein, là où Mme Pécresse a sa maison, puisqu'il faut rappeler quand même que Valérie Pécresse est à l'origine des 4 centrales éoliennes en mer, des 4 premières centrales éoliennes en mer. Oui, quand elle était ministre du budget, hein, donc Valérie Pécresse est à l'origine des 4 premières, notamment celle de Saint-Brieuc. Eh bien, effectivement, on pourra tout à fait les annuler. Ça a été envisagé en 2018 avec une renégociation des tarifs de rachat. Alors, ça avait été légèrement diminué. On avait eu une baisse de diminution du coût, mais on reste encore dans des éoliennes extrêmement subventionnées. On pourrait tout à fait imaginer que le président de la République fasse un arrêt définitif de ces 6 centrales éoliennes en mer. Enfin, il y a 7 avec Dunkerque. Et d'ailleurs, à l'époque, le Premier ministre, on a un rapport avec le montant des possibles indemnisations de ces sociétés exploitant éoliennes, dont je rappelle pour les éoliennes en mer, qui sont espagnoles pour Saint-Brieuc et canadiennes, franco-canadiennes pour 50% pour celles au large de Saint-Nazaire. Dans leur fabrication, vous voulez dire? Non, les sociétés capitalistiques sont principalement détenues par des capitaux étrangers. Et celles, par exemple, de Noirmoutier et celles du Tréport appartiennent à un consortium sino-japonais à hauteur de 66%. C'est-à-dire que nos éoliennes en mer n'appartiennent pas à des capitaux français, mais sont financées par des subventions françaises. On en est dans cette situation-là. Et est-ce que l'industrie française participe à la construction au moins de ces éoliennes? Non, les éoliennes sont implantées en France, et ça, ce sont les chiffres de la filière éolienne française. 65% viennent d'Allemagne et 30% viennent du Danemark. Nous ne produisons pas d'éoliennes en France. Il y a 2 structures de montage, mais qui sont les structures de montage de Siemens Gamesa et de General Electric qui ont été installées en France, mais c'est vraiment juste du montage. Hein. Néanmoins, ces éoliennes sont source de revenus pour des particuliers ou des communes. Et je pense que là, il y a peut-être un intérêt, ces communes, à vouloir naturellement avoir ces genres de produits tout à fait, rentables. C'est le problème, c'est que les agriculteurs aujourd'hui peuvent être tentés par ces 10 000 € par mât éolien qu'on leur propose, et les communes également. 10 000 € en tout. 10 000 € pour un mât éolien. Hein. Un mât éolien, c'est à peu près 10 000 € pour un agriculteur. Et effectivement, cette tentation est forte pour des agriculteurs qui voient leurs revenus diminuer. Et il y a des commerciaux qui adoptent des méthodes professionnelles scandaleuses qui viennent dans les campagnes faire du démarchage et de manière très agressive. Est-ce qu'on peut envisager... Ah oui, pardon, je vous en prie, allez-y. Il y a eu aussi un couple indemnisé, c'est une première pour justement des nuisances liées aux éoliennes. Tout à fait. Avec reconnaissance pour la première fois de la nuisance liée à des ultrasons, c'est ça? Des infrasons. Des infrasons, pardon. Tout à fait. Ça c'est intéressant parce que, est-ce que vous dites c'est un scandale sanitaire à venir? J'en parle, j'appelle ça le scandale du vent contaminé. Et d'ailleurs, la cour de Toulouse a condamné pour atteinte, donc trouble anormal du voisinage, en reconnaissant le syndrome éolien, qui est un syndrome reconnu mondialement, au titre des infrasons. Et d'ailleurs, tout récemment, j'ai su de la part des personnes qui ont gagné ce contentieux, le fait que l'exploitant éolien ne se pourvoyait pas en cassation. C'est donc une décision définitive, mais qui valide le fait que, effectivement, ces éoliennes créent un trouble anormal de voisinage
avec les infrasons, mais c'est aussi le problème des élevages de bêtes, par exemple à Nozay, avec 500 vaches qui sont décédées. C'est le cas à Échauffour, où vous avez eu des éoliennes qui sont arrêtées la nuit à cause des sons audibles, c'est Fabien Ferreri, etc. Partout, vous avez des exemples de problèmes de santé animale ou de vie de nos concitoyens. C'est pour ça qu'il faut absolument arrêter cette politique éolienne, d'autant qu'on n'en a pas besoin du fait de la qualité de notre parc électronucléaire qui répond à cette problématique de décarbonation. Est-ce qu'il vous... Pardon. Non, juste une question. Il nous reste vraiment 30 secondes pour finir. Mais est-ce qu'il y a des énergies renouvelables en France qui sont potentiellement créatrices d'emplois? Parce que c'est souvent ce qu'on nous défend dans les politiques de développement des énergies renouvelables. On nous dit ça va créer de l'emploi. Mais ça ne crée aucun emploi? Aucune. C'est-à-dire là, on parlait de l'éolien, mais il n'y en a pas d'autres. L'éolien et le photovoltaïque sont fabriqués à l'étranger. Ils utilisent des sous-traitants qui viennent pour les installer. Et 45% des éoliennes sont la propriété d'exploitants allemands. C'est-à-dire qu'ils utilisent dans nos études, on voit que tous les prestataires ne sont pas français et donc vous avez des fonds considérables qui partent à l'étranger de ce fait-là. Fabien Bouglet, merci infiniment d'avoir participé à cette émission, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Véronique Jacquier et Yvan Rioufol, bien évidemment, qu'on retrouve dimanche prochain à 19h pour une nouvelle émission. Restez avec nous sur CNews, l'information continue. Bonne soirée à tous. Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.